Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Je vois que ça se connecte progressivement. Donc merci d'être avec nous pour ce webinaire dédié à l'innovation digitale. Donc le digital aujourd'hui, c'est un véritable levier de transformation, mais aussi un véritable levier de croissance pour son business. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment réussir sa transition digitale, comment développer sa marque par le digital. Et cette question, je la pose à Baptiste Netner, qui est responsable des collections et du marketing chez Lafuma Mobilier. Bonjour Baptiste. Bonjour. Lafuma Mobilier, juste pour recontextualiser, c'est un fabricant de mobilier outdoor made in France qui fabrique depuis 1954, si je ne me trompe pas, Baptiste. Oui, c'est ça. Au moment où les congés payés ont vu le jour, il y a eu donc une forte demande de mobilier à la fois léger, pratique, facile à transporter, à mettre dans le coffre pour partir en vacances. La FUMA, du coup, a pris ce parti pour développer un savoir-faire autour du tube et de la toile. Je pense que tout le monde connaît le fauteuil relax, ou en tout cas le reconnaîtra à l'image. On peut voir du coup le modèle vintage, si je puis dire, et le modèle plus contemporain avec cette notion de confort qui a été développée au fil des années. Cette toile qui est devenue, qui a été matelassée aussi pour améliorer le confort. Je pense que Baptiste pourra aussi nous en parler un peu plus. Euh, du coup, la FUMA, c'est cette fabrication, ce savoir-faire made in France, mais c'est aussi, comme le dit Arnaud Duménil, le directeur général, une start-up de 60 ans qui n'a de cesse de se réinventer. Et ça, avec le digital comme moteur de sa transformation. Baptiste, vous avez un parcours un peu atypique puisque vous êtes designer de formation. Vous êtes passé chez Alinea et vous avez développé pour eux leur nouvelle plateforme de marque et de style. Aujourd'hui, ça fait à peu près 2 ans et demi que vous êtes chez Lafuma Mobilier. Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient les enjeux au moment où vous avez décidé de développer la marque par le digital? Alors, les enjeux, déjà un enjeu qui est lié au repositionnement de notre marque avec des objectifs de rajeunissement de cibles et de modernisation globale, parce qu'on avait une marque qui était très forte d'un point de vue de la qualité, une très forte notoriété, mais avec une image qui était un peu vieillissante. Donc, l'idée de vraiment changer cette partie-là au niveau du branding. Et le digital, pour nous, c'était un levier qui était très, très fort et très facile d'accès et qui permet d'avoir une diffusion hyper large sans trop d'investissement. Donc là, comme vous voyez, on existe depuis 54 avec une production qui est restée en France et c'est plutôt une fierté. Et pour nous, c'est quelque chose qui est très pratique au quotidien parce qu'on a tout ce qui est bureau d'études et usine qui est juste à côté. Donc on arrive vraiment à être au plus près et c'est ce qui nous permet d'avoir des niveaux de qualité qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, votre chiffre d'affaires justement généré par le digital, est-ce que vous avez le pourcentage à nous communiquer? Oui, bah, c'est ce qui est marqué sur ce slide. Donc, c'est 35% aujourd'hui qui est généré en digital. 35%, c'est pas que sur notre site e-commerce, c'est aussi sur les sites de nos revendeurs et sur des plateformes telles qu'Amazon que tout le monde connaît. Alors, on fait très attention avec Amazon pour ne pas être dépendant, parce qu'on a vite fait d'être attiré par le volume que ça peut représenter et le chiffre d'affaires qui est en face, mais avec ensuite une dépendance qui est liée au fait qu'ils auraient une part de chiffre trop important chez nous. Et puis aussi avec le fait que nous, on est en pleine montée en gamme et le fait de travailler sur Amazon n'est pas tout à fait en corrélation avec les ambitions de cette montée en gamme. Voilà. Donc aujourd'hui, on fait 55% de notre chiffre d'affaires à l'international, 45% en France. Et quand je parle de l'international, c'est principalement l'Europe, mais aussi un développement en Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, et aussi Japon et un petit peu d'Australie. D'accord. Voilà. Donc vous avez des bureaux, enfin là-bas, vous avez des agents qui sont là-bas pour vous représenter. Ben, on a des agents partout en Europe qui sont plutôt des agents en propre en moyenne, et on a un bureau à Atlanta, donc aux États-Unis, qui gère la partie Amérique du Nord. D'accord. Voilà. Donc nous, on avait deux enjeux principaux quand on s'est dit qu'on allait investir de plus en plus sur le digital.
Ça fait une dizaine d'années qu'on est déjà sur le digital dans l'entreprise, mais il y a une forte accélération depuis 3 ans. Et encore plus avec le Covid, ça, on y viendra tout à l'heure. Donc, le premier enjeu qu'on avait, c'était de toucher 100% de nos clients cibles. Donc, des clients, on pourra en avoir des milliers, mais l'idée, nous, c'est d'avoir défini une cible des gens qu'on cherche à toucher. On s'est rendu compte que il y a des zones qui n'étaient pas hyper couvertes par la distribution. Donc, c'est pour ça que d'avoir un site internet qui livre permet de livrer à peu près tous les endroits. Et puis aussi le rajeunissement de notre marque avec des nouvelles générations qui s'intéressent à nous et qui ont des habitudes de consommation avec beaucoup plus de digital dans les tripes. Et du coup, ces deux conciliés nous ont orientés vers une accélération du digital en e-commerce. Et aussi, ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est au niveau de la communication, le fait qu'on est en repositionnement de marque, on avait besoin de faire savoir qui on est aujourd'hui, parce qu'on est dans toutes les têtes, mais pas forcément avec l'image qu'on a aujourd'hui. Et l'avantage du digital, c'est ce que j'ai noté en bas, c'est que à la fois c'est moins cher qu'un plan média classique ou un plan télé, ou même radio qui coûte assez cher. Ça nous permet d'être assez réactifs parce que du jour au lendemain, on déclenche la campagne, alors que dans tout ce qui est plan média, il faut fournir les artworks en avance à la régie, donc c'est un peu plus lourd. Le ciblage qui est hyper efficace parce qu'on a grâce à tous les cookies que tout le monde a quand on passe sur des sites, on a accès à des ciblages sur les algorithmes de YouTube et de toutes les plateformes, un ciblage assez précis, quoi. Et puis, pour nous qui sommes très acteurs en B2B, on avait besoin de faire savoir au client final. Et faire savoir au client final, c'est lui communiquer directement. Et c'est pour ça que le digital nous permet vraiment une très grande flexibilité grâce au ciblage de latin. Donc ça mêle stratégie vraiment commerciale à proprement parler et stratégie de communication. Les deux sont intrinsèquement liés, en tout cas quand on parle de digital chez vous. Ah bah c'est sûr, et puis je pense que c'est la règle un peu chez tout le monde. Nous, on n'invente rien. Mais c'est vrai que le business et la communication, si c'est fait intelligemment, normalement, l'un porte l'autre. Et c'est vraiment l'objectif de la communication chez nous. Et du coup, quelles ont été justement les étapes dans le développement et la mise en place de cette stratégie digitale? Quels outils avez-vous mis en place spécifiquement pour cela? Alors nous, comme beaucoup de marques, on avait, enfin quand la Fuma et la Fuma Mobilier étaient la même marque, il y avait un site internet global il y a 10 ans. En 2015, donc un an après la séparation des deux business units, même si c'est toujours dans le même groupe, on a créé un site marchand.fr, donc pour commencer à vendre sur le net en dédié mobilier. Ensuite, en 2016, on a développé les sites marchands allemands et anglais, parce que c'est des marchés qui sont très importants pour nous. Ensuite, en 2017, il y a eu une ouverture des comptes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn et YouTube, avec une alimentation de ces réseaux qui n'était pas très assidue. C'était ouvert pour commencer à exister, puis commencer à se pencher dessus, mais il n'y avait pas assez de ressources en interne pour vraiment alimenter au quotidien comme ça doit être fait. Et Et ça, c'est ouais, pardon. intégré. Pardon, la partie justement réseaux sociaux, stratégie de communication, elle a été mise en place en interne ou vous avez fait appel à des prestataires extérieurs pour travailler sur ce sujet-là spécifiquement? Alors ça a été fait en interne puisque c'est quelque chose qu'on maîtrisait assez bien malgré tout et qui est quand même assez intuitive. Après, tout ce qui est ficelle autour des Google Ads et de tout ce qui est campagne de pub et de com, ça, je pense qu'il faut se faire aider quand on ne connaît pas parce qu'il y a pas mal de subtilités, il y a pas mal de choses qui sont pas tout à fait intuitives et il y a des gens dont c'est vraiment le métier et je pense qu'il faut vraiment se faire aider. Alors nous, c'est le cas pour tout ce qui est ads et compagnie. Après, tout Ok. ce qui est stratégie, réseaux sociaux, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que Pinterest, c'est beaucoup sur du branding et sur de l'image, au même titre que Instagram. Donc, c'est beaucoup autour du style, de l'esthétique qu'on souhaite donner à la marque. Facebook, je vais parler plutôt de LinkedIn, c'est très corpo, donc tout ce qui est information autour de l'actualité de la marque en tant que telle, c'est vraiment dédié.
Et Facebook se situe un peu entre les deux et c'est le plus mainstream. Donc, on n'a pas exactement le même niveau d'information sur tous ces réseaux sociaux. Et puis YouTube, tout le monde connaît parce que Dailymotion qui existait il y a un certain temps a disparu. On a toujours Vimeo, c'est quand même YouTube qui prend quasiment tout le marché, quoi. Et du coup, la ligne éditoriale, c'est vous qui l'avez définie aussi en interne? Oui, alors moi, ça, c'est un parti pris, c'est que j'aime bien qu'il y ait un épicentre de la communication, de l'esthétique et du branding, et je pense que ça doit tout être centralisé. Nous, en interne, la philosophie, c'est plutôt de chercher à intégrer des ressources qui maîtrisent parfaitement la marque et puis les subtilités de la marque, plutôt que de faire intervenir des gens pour dire ce que nous, on devrait dire. Par contre, on se fait aider sur des métiers techniques où la partie branding est moins décisive. Donc plus sur les rouages, sur les techniques qui est derrière tout ça. Voilà. J'ai oublié de préciser à l'audience, mais vous avez la possibilité de poser des questions au fil de l'eau pendant la présentation et toutes vos questions seront retransmises à la fin de l'intervention. Je tiens à le préciser parce que j'ai oublié de le notifier tout à l'heure. OK. Pour continuer dans notre développement, donc en 2018, on a continué à ouvrir des sites en Europe. On a ouvert notre compte Amazon, Archiproduct, qui est une plateforme que je pense Ovia, les gens connaissent. Et puis une accélération donc sur les réseaux sociaux en 2018 parce que ça devenait vraiment décisif. Et les réseaux sociaux, si on n'a pas de personnes dédiées, je pense que c'est compliqué de le faire assidûment. On sait qu'on a tous plein de choses à faire et s'il n'y a pas quelqu'un qui s'en occupe au quotidien, on est vite dépassé par rapport à ceux qui sont dans cette position-là. Donc c'est pour ça que nous, on a rentré une community manager et bon, on verra après donc toutes les ressources qu'on a mis autour de ça. En 2019, on a commencé un travail, ça c'est un peu moins connu de tous, un travail sur le SEO, c'est le référencement naturel sur Google, contrairement au SIA qui est tout ce que vous voyez qui sont les annonces qui sont le top 3 quand vous faites une recherche dans Google. Donc le top 3 coûte un certain prix puisque à chaque clic vous allez payer par rapport à la prestation que Google vous fournit, alors que quand vous travaillez sur le référencement naturel, c'est l'algorithme de Google qui va venir vous faire remonter en ranking sur les pages Google et tout l'objectif est d'être sur la première page puisqu'on sait qu'il y a des taux de visite de la première page qui sont 10 fois plus élevés que ceux des pages suivantes. Donc ça, comment est-ce qu'on a fait? C'est faire parler de la marque avec des mots-clés et des mots qui sont reconnus par les moteurs de recherche. Et donc la rédaction de pas mal d'articles qui intègrent des critères de l'algorithme. Donc ça, c'est assez compliqué. On s'est fait épauler par une agence. Il y a pas mal d'agences qui travaillent sur le sujet parce que ça devient assez stratégique pour beaucoup d'entreprises. Voilà. En 2020, donc cette année, on a accéléré et ça a été encore plus piloté du fait qu'il y avait le Covid et où on devait montrer nos collections en absence de salon. Donc, on a digitalisé tous nos catalogues. On a créé des visites virtuelles de nos showrooms, comme on voit sur la page en haut à gauche, où nos clients peuvent aller visiter nos showrooms, avoir des infos sur les produits. Avoir des infos sur les produits, lancer des vidéos de collection inspirantes, avoir des animations autour de nos modèles. Donc, on se sert du digital avec les facettes qu'on ne pourrait pas avoir en physique, donc avec des choses qui viennent sortir sur les produits. Et dans ce cadre-là, ça a plutôt bien marché par rapport au référencement. On a lancé aussi de la réalité virtuelle. Donc là, on voit, c'est notre shop-in-shop, c'est un corner de marque qui va venir se déployer chez nos revendeurs. Et pour qu'ils arrivent à se projeter, on a créé cette visite virtuelle que vous pouvez du coup faire avec un casque de réalité virtuelle qui est le plus immersif possible pour que les gens arrivent à se projeter sur ce que rendrait l'implantation d'un shop-in-shop chez eux. Et là, chaque point de distribution a son shop-in-shop ou c'est réservé à certains points de distribution en France et à l'international? alors nous, on y va dans tous les projets assez progressivement pour éviter
d'avoir des retours de bâtons. Donc là, on a lancé qu'une dizaine de shop-in-shop, surtout en Allemagne et en Suisse. Et l'idée, c'est d'aller de plus en plus fort là-dessus. Donc, pour à la fin équiper un maximum de nos points de vente. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on a une distribution qui est extrêmement variée, de la grande distribution alimentaire. Ensuite, on passe sur les magasins de bricolage. On est aussi sur les jardineries et dans toutes les boutiques. On essaie de rentrer de plus en plus dans les boutiques de déco avec une collection qu'on a lancée il y a 4-5 ans, qui est notre collection premium. Mais on a aussi des distributeurs dans le domaine du contract, donc en médical, où on a des collections qui sont dédiées au repos du personnel soignant, mais aussi en café, hôtel, restaurant. Donc on a une distribution qui est très variée. Et du coup, on a défini ce shop-in-shop qui permet d'être présent dans les quartiers les plus supérieurs de nos distributions, donc plutôt jardinerie et magasins de meubles plutôt design, mais aussi chez nos revendeurs en contract. Et en termes d'objectifs par rapport à la digitalisation d'aussi vos outils, le catalogue, est-ce qu'il va finir par disparaître chez vous? Est-ce que vous allez continuer à avoir un équilibre entre catalogue numérique et puis papier? Alors là, cette année, quand le Covid est arrivé, on a fait un plan de projection à moins 25%, où on a annulé tous les catalogues en se disant on va voir ce que ça donne. Finalement, on est en progression sur l'année, donc c'est plutôt rassurant, mais ça nous a poussé à franchir le pas. Et donc, sur nos deux premiers quartiles de prix, donc les deux segments les plus bas de nos distributions, on n'aura plus de print, on n'aura plus que du digital. Et par contre, on garde une part autour de 30% de print sur les segments des jardineries et des magasins de déco. Parce qu'on sait que le papier, c'est quand même un objet de transfert de la marque, un objet de branding. Et aussi, on veut accompagner la transition, donc ne pas prendre de risques, c'est permettre d'avoir les deux. On sait qu'il y a, étant donné qu'on a beaucoup de points de vente, on a une variété de clients qui est très large. Et on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec le digital, donc ça permet de compiler les deux. D'accord. Et donc, tout à l'heure, je l'évoquais un peu sur l'accompagnement en digital. Donc, on a recruté un directeur digital en 2015 pour accompagner tout ça, parce que le digital, tout le monde en entend parler, tout le monde connaît un peu, mais des gens qui sont vraiment experts sur ces métiers, c'est quand même utile dans une entreprise. Et c'est quelqu'un qui a une vision à 360 sur le digital dans l'entreprise. Et le digital, c'est un peu comme quand l'ordinateur est arrivé, il est multifacette et multimétier. Nous, on a du digital en production, on a du digital en compta, en RH, comme beaucoup d'entreprises, parce que maintenant, c'est des outils qui sont vraiment, qui ont pris tous les métiers en main. Donc, quelqu'un qui était expert là-dessus, une community manager en 2018, donc câblé sur les réseaux sociaux, et puis tout un réseau de prestataires selon les métiers pour nous accompagner en digital, parce que il y a des gens qui sont bien plus experts que nous sur tous les métiers et toutes les facettes. Donc on voit la nécessité d'être accompagné effectivement par des agences spécialisées, que ce soit sur l'UX design, web design. J'imagine que ça a été aussi très important pour vous, le recrutement de ces agences, de Ça, c'est trouver l'agence qui correspond aussi à ses besoins et en qui on a confiance pour, euh, pour lâcher ce projet-là avec eux, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. Après, chaque entreprise a un peu ses fondamentaux. Nous, ce qui est sûr, c'est que l'esthétique est très important. La fonctionnalité, pour nous, comme l'UX, c'est un peu au cœur de la conversion. C'est clairement quelque chose qu'on regarde, tout ce qui est fonctionnalité. On a des meubles qui sont fonctionnels, on veut que ce soit transparent et que ce soit traduit dans toutes nos communications, dans toutes nos interfaces. Et puis on sait que le design, c'est pas que évidemment de l'esthétique, et c'est avant tout est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que c'est intuitif, est-ce que c'est ergonomique. Et ça, nous, c'est très important. D'ailleurs, j'ai un slide sur tout ce qui est l'UX. Pour nous, ce qui est important, c'est que le consommateur se rende pas compte qu'on a fait tout en sorte que ça se passe bien. On a fait tout pour que pour lui, ce soit intuitif, simple. Et du coup, on travaille sur la clarté des collections. Donc, est-ce que c'est facile à comprendre?
la qualité des contenus qu'on travaille de plus en plus aussi parce que les gens ont tendance à moins lire, mais ceux qui lisent sont intransigeants. La simplicité de la recherche aussi sur le site internet. Donc ça, dans la refonte, ça a été quelque chose qui a été très travaillé. Est-ce qu'on peut préciser ce qu'est l'UX design à proprement parler, pour ceux peut-être qui ne maîtrisent pas forcément le terme, qui ne connaissent pas le terme? Oui, c'est l'expérience du consommateur. Est-ce que pour lui, c'est simple à comprendre? C'est sur toutes les interfaces, hein. On parle du UX design sur tout ce qui est interface digitale, mais c'est tout ce qui est ergonomie d'utilisation, intuitivité du support. Et on voit que c'est composé de plusieurs facettes. Et l'UX est réussi quand on inclut tout. C'est un peu comme dans tous les projets. Si on regarde que ça ou si on regarde l'ensemble des paramètres, on sera plus fort quand on a intégré l'ensemble. Donc il y a aussi l'esthétique de l'interface, que l'idée c'est d'être un peu plus inspirant, d'être plus dans une expérience consommateur. Le temps de réponse qui est hyper important, comme la simplicité de la recherche, parce que si on a un site qui met extrêmement longtemps ou une application qui met extrêmement longtemps à se charger, ça peut faire fuir le conso. Et puis l'intuitivité dans les étapes de référencement pour l'outil B2B, mais aussi dans le tunnel de commande. Donc, le tunnel de commande, c'est tout ce qui est à partir vous avez cliqué sur je commande ou payer jusqu'à OK, vous avez payé, voici la facture, quoi. Et c'est tout ce tunnel de commande qui est les dernières étapes où les gens n'ont pas envie de passer trop de temps. Il faut vraiment que ce soit intuitif et efficace. Et pour nous, l'UX, c'est tout ce qui est lié à l'expérience client et c'est hyper raccord avec l'expérience client en physique. Donc autant en wholesale qu'en retail, où tout le monde dit en physique, il faut vraiment qu'il y ait une expérience immersive, il faut vraiment que les gens en magasin puissent s'imprégner de la marque, puissent ressortir avec l'idée qu'ils ont vu quelque chose de chouette. Et en digital, il faut vraiment que ce soit raccord, parce que d'une part, les gens ne comprendraient pas qu'entre un support et un autre, on ne soit pas cohérent, mais aussi, c'est pas parce que c'est digital que ça ne doit pas être sympa non plus dans l'expérience. Les deux se complètent, c'est-à-dire que le digital, en termes d'expérience client, vient apporter quelque chose en plus, l'expérience même en boutique ou physique. Oui, nous, ce qu'on essaye, c'est d'exploiter au maximum ce que le digital peut apporter. L'idée, c'est pas de remplacer l'un ou l'autre, c'est de se dire qu'on exploite au maximum les ficelles d'un des deux canaux. Et en digital, en effet, on peut faire sortir des choses qui ne pourraient pas sortir en physique. On n'imagine pas d'être dans un magasin ou dans une jardinerie et quand vous cliquez sur le produit, d'avoir un hologramme qui sort. Ça, pour l'instant, c'est pas hyper simple à mettre en œuvre. Par contre, en digital, quand vous faites une visite virtuelle, c'est possible. Donc, c'est toute cette partie-là et la praticité de l'information en pop-up qu'on peut travailler, quoi. Et du coup, comment justement vous évaluez l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place, cette stratégie digitale, comment vous évaluez l'efficacité aujourd'hui de ce qui a été mis en place? Alors nous, on y va pas à pas et ce qu'on constate, c'est il y a des résultats qui sont très bons. Ils sont aussi liés à la période du Covid qui a été d'abord très compliquée, puis excellente pour tous les acteurs de tout ce qui est déco, tout ce qui est autour de la maison, tout ce qui est la hi-fi dans la maison, parce que les gens avaient envie de se sentir bien là où ils sont. Et comme on ne pouvait plus sortir, autant être bien chez soi. Donc on a bénéficié de cette vague qui a été bonne pour tous. Ce qu'on constate quand même, c'est que les indicateurs sont tous bons. Donc c'est qu'a priori la stratégie était adaptée. En B2B, donc on voulait simplifier les commandes et fidéliser. On voit que le référencement pour l'année prochaine est en forte hausse. C'est aussi quelque chose qu'on entend chez nos confrères. Donc c'est quelque chose qui est global, mais on sait que tous les gens du métier sont quand même sur cette dynamique autour du digital qui, je pense, devient indispensable et c'est celui qui ne serait pas dans le trend qui serait un peu largué, quoi. Mmh. En B2C, on avait deux objectifs, un objectif d'acquisition à court terme et de fidélisation à long terme. On sait que l'acquisition coûte 10 fois plus cher que la fidélisation et il y a beaucoup d'enseignes dans la grande distrie qui ont un peu fait l'impasse là-dessus. Et nous, vraiment, l'idée, c'est en tant que marque, c'est d'avoir des gens qui reviennent. Et la fidélisation, c'est aussi dans comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on nous trouve
facilement en travaillant sur le SEO. Et on voyait dans l'acquisition à court terme, c'est que les ventes en digital et l'acquisition étaient en très forte croissance aussi, avec une stratégie de marque et un message de marque qui avait été perçu, puisqu'on voit dans les gens qui achètent sur notre site e-commerce qui correspondent maintenant de plus en plus à notre cible. Donc c'est plutôt satisfaisant. Et ça, c'est lié du coup aux résultats en communication, donc avec tout ce qui est notoriété de marque, montée en gamme, rajeunissement de marque, et on a eu pas mal d'indicateurs positifs, même si on repositionne pas une marque en un an, et ça fait un an qu'on voit cette nouvelle identité. Donc nous on mise sur 4-5 ans, on travaille toujours sur le long terme parce que c'est toujours ce qui a payé pour notre entreprise, et c'est au même titre qu'on a des produits durables, que les gens nous sont fidèles, qu'on a de la qualité. L'idée, c'est de travailler sur quelque chose qui est solide. D'accord. Par rapport à, ouais. Oui. Non, allez-y, allez-y. Et par rapport au physique, dernier point, donc l'expérience immersive, donc avec des shop-in-shop, donc des corners de marque et tout un travail sur le merchandising. On a des ventes qui ont bien progressé aussi, donc c'est satisfaisant, quoi. Cette transformation digitale, elle s'est accompagnée, j'imagine, aussi d'un nouveau plan enfin, sur la question du produit, des collections. Qu'est-ce qui s'est passé du côté produit? Alors, ce qui est étonnant, c'est que paradoxalement, le digital était déjà assez présent dans toutes les phases de conception de produits. Tous les designers sont équipés, et les bureaux d'études, d'outils 3D, d'outils qui permettent de faire des rendus réalistes assez fins depuis un certain temps. Ce qui a été poussé, c'est tout ce qui est animation produit qu'on peut désormais faire plus facilement, et des machines bien plus complexes en production du fait du digital. On arrive à faire des formes qu'on aurait eu beaucoup de mal à faire de manière simple par le passé. Et donc, on a grâce au digital aussi modernisé notre outil de production. Et c'est ça que je trouve intéressant de remarquer, c'est que le digital, il est partout. Quand on dit digital à n'importe qui, on pense toujours, et moi le premier, à un site internet, mais c'est vrai qu'il faut imaginer le digital comme quelque chose de beaucoup plus transverse dans l'entreprise. Et nous, on a à faire face à beaucoup de produits d'import chinois. Et ce qui fait que notre entreprise reste compétitive, c'est qu'on continue à investir aussi beaucoup chaque année. Chaque été, on modernise notre outil de production pour toujours qu'il soit le plus performant. Et là-dessus, les outils digitaux sont intéressants aussi à exploiter. Donc, c'est des brevets que vous déposez sur certaines technologies, c'est de l'outillage, des C'est machines. nous d'aller référencer chez nos fournisseurs des machines et des logiciels qui ont déjà été développés, parce que ça, c'est un vrai métier. Nous, on ne serait pas du tout en capacité de faire ça. Mais l'idée, c'est d'être en prospection et de savoir ce qui se fait et d'aller chercher chez le fabricant de machines l'outil qui serait le plus adapté à nos besoins. D'accord. Donc après, dans des choses plus classiques, on a travaillé beaucoup sur la vidéo et on va continuer à travailler là-dessus, puisque ça, c'est assez évident que tout ce qui est image et tout ce qui est contenu vidéo, elle va en poupe, et puis les générations qui arrivent, ils sont vraiment câblés là-dessus. Tous nos catalogues, comme je disais tout à l'heure, sont passés entre autres en digital. Donc on voit à droite là ce que ça donne. On développe aussi tout ce qui est pièces détachées et accessoires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait depuis 10-15 ans, la possibilité de changer des pièces, mais on n'avait pas trouvé vraiment le format qui fonctionnait, parce que nos revendeurs ne peuvent pas avoir toutes les pièces. Et par contre, d'avoir un point central de marque qui est notre site e-commerce nous permet, nous, de mettre ces pièces en ligne, qui vont être accompagnées de plus en plus de tutos, de recommandations sur comment est-ce qu'on les monte. Et ça, pour nous, c'était un vrai gain d'avoir un site qui intègre ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un particulier qui a son fauteuil relax ou une chaise peut aller sur votre site internet, trouver la pièce détachée dont il a besoin et la recevoir chez lui et ensuite changer son mobilier, que ce soit en C'est termes ça. de couleur ou s'il y a besoin de le réparer. Ouais, c'est ça.
Nous, l'idée, c'est vraiment de proposer des produits qui soient durables. C'était vraiment dans les gènes de l'entreprise et on voit que ça devient encore plus que jamais une préoccupation d'à peu près tout le monde. Et même d'avoir un produit sur lequel on peut remplacer des pièces, c'est quelque chose qui paraît assez évident aujourd'hui. On a le groupe SEB comme exemple, qui vend de l'électroménager qui est réparable pendant 10 ans. Mhm. Et ça, c'était un véritable exemple, surtout que c'est une boîte française qui est basée autour de notre, enfin, dans notre région. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on développe. On a identifié 3 niveaux de pièces détachées, celles qui sont très faciles à remplacer et pour lesquelles il n'y a pas de problème de sécurité, celles où c'est un peu plus complexe et celles où peut y avoir des problèmes de sécurité. Donc c'est pour ça que on a une incrémentation sur l'année 21 pour rentrer toutes les pièces, mais que celles qui sont potentiellement dangereuses, il y ait toutes les indications nécessaires pour qu'il n'y ait aucun problème. D'accord, mais j'imagine que ça a aussi un fort intérêt par rapport à enfin, au marché B2B, où là, pour des professionnels sur le marché CHR, par exemple, l'idée c'est qu'eux aussi puissent avoir accès à cette bibliothèque de pièces détachées et pouvoir renouveler le mobilier ou le réparer quand c'est nécessaire. Alors oui, mais paradoxalement, comme le mobilier en contract, en CHR, il passe des normes qui sont bien plus contraignantes. Finalement, on a moins d'usure naturelle. C'est des produits qui coûtent aussi plus cher parce qu'on paye la qualité qui va avec. Mais c'est sûr que le service auprès des restaurateurs et tout ça, c'est quelque chose qu'on regarde de très près. Nous, on a lancé la partie contract café, hôtel, restaurant il y a 1 an et demi. Donc, c'est assez récent. Pour l'instant, on n'a pas de maintenance à faire parce que c'est des produits qui sont faits pour durer. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme vous dites, à terme, il faut que cette partie-là soit déployée là-dessus. Et donc, nous, on a travaillé aussi beaucoup sur la segmentation de l'offre parce que, étant donné que le digital donne accès à toute l'offre, les gens voient en temps réel ce que propose le concurrent et le segment d'au-dessus en termes de vente. Et pour nous, on avait vraiment l'objectif que chaque niveau de gamme ait son référencement que n'a pas celui d'au-dessus pour bien clarifier les choses. Donc, c'est pour expliquer que le digital a beaucoup d'avantages, mais il faut aussi être vigilant pour ne pas se retrouver piégé avec des gens qui voient que vous vendez probablement le même produit d'un segment à l'autre sans aucune particularité, quoi. D'accord. Et comment aujourd'hui vous arrivez à conserver aussi un équilibre entre digital, l'ensemble des dispositifs que vous avez mis en place, et aussi le contact avec l'humain, enfin physique, avec le client? Alors, bah, comme pour beaucoup de monde, en tant que particulier, moi, je suis toujours à switcher entre les deux. Je pense qu'on est tous un peu pareil. On a de plus en plus l'habitude d'avoir du digital et du physique parce que l'un a du mal à aller sans l'autre et que même dans les plus digitales des expériences, on a toujours une livraison à la fin qui est faite par quelqu'un. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de vendre un lifestyle qui représente la marque et qui soit du début à la fin de la chaîne, qu'on soit en pur physique ou en pur digital. Mais on travaille aussi sur comment est-ce qu'on peut rajouter de l'humain dans toute cette chaîne qui pourrait avoir tendance à se déshumaniser. Donc, on a un service client qui est en France avec de l'administration des ventes, mais aussi un service après-vente. Donc, c'est des gens qui sont sur place. Et finalement, est-ce que c'est pas mieux d'avoir quelqu'un au bout du fil quand on a un problème et d'avoir acheté quelque chose que sur le site internet plutôt que d'avoir un vendeur physique et après d'avoir plus personne au bout du fil quand par hasard il y a un problème. Donc pour nous, le service client est très important. On a des vendeurs conseils qui sont formés à nos produits. Donc ça veut dire que quand vous allez en magasin, vous avez des gens qui connaissent nos produits. Donc il y a un côté plus humain que juste dire bah voilà la vis ou le marteau c'est la troisième allée à droite. Là c'est Ouais. des gens qui peuvent vous renseigner largement sur les produits et sur les plus de la fabrication française. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est que nous, ce qui était intéressant, c'est de rester en lien avec notre consommateur. Et rester en lien, c'est aussi et majoritairement sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une grosse partie de la population qui l'est. Et avec une présence forte sur les réseaux sociaux, on garde un lien et on arrive à faire passer plus de choses qu'un magasin physique uniquement.
Donc l'idée, c'est toujours une fois de plus de tirer le meilleur de chaque canal de distribution et de partir du principe que c'est rare que ce soit que l'un ou que l'autre et que c'est souvent une expérience qui mélange les deux. Je pense qu'on s'est tous retrouvés dans un magasin à consulter aussi sur son smartphone pour voir ce qu'il y a en parallèle ou s'il y a moins cher chez un autre vendeur. Donc c'est quand même, on est une génération, on a l'habitude de switcher de l'un à l'autre et plus complémentaire qu'en opposition. D'accord, merci Baptiste. Pour conclure, on voit que ça a pris du temps, tout ça, mais que ça a porté ses fruits. Aujourd'hui, quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez? Quels sont les challenges actuels auxquels est confrontée la FUMA, notamment sur le digital? Alors, nous, on va continuer cette accélération digitale sur à peu près tous les métiers, comme je vous disais. On a une problématique que je vous mets à l'écran, c'est que avec le Covid, on sait que tous les salons sont annulés. Les salons, ça nous sert surtout à trouver des nouveaux prospects, puisque les clients qu'on a déjà, on leur montre une super belle, un bel écrin de la marque, de comment on veut le positionner, mais ça, c'est aussi faisable en les invitant dans nos showrooms et sur notre siège. Par contre, tout ce qui est prospect, des gens qui viendraient du Moyen-Orient, des gens d'Australie, d'Amérique du Sud, qu'on arrive à toucher sur les salons comme Milan ou à Spoga en Allemagne, sont beaucoup plus difficiles à toucher parce qu'en fait, on ne peut pas bénéficier du trafic. Et du coup, notre problématique est vraiment comment est-ce qu'on arrive à remplacer ces salons. Et pour l'instant, la solution n'est pas toute trouvée, donc on planche là-dessus. Mais on sait que ça passe forcément par le digital et par des carnets d'adresses définis, quoi. En sachant qu'effectivement, sur des produits, notamment qui peuvent être plus haut de gamme, même si le digital est important justement pour s'adresser à ses prospects, il y a toujours cette notion d'être confronté au produit physique, à la matière, à la qualité du produit. Ça passe par le physique. Du coup, comment combiner ensuite les deux, puisque ça va pas forcément suffire pour passer ensuite à la commande, d'être sur une présentation digitale de sa nouvelle collection. Oui, ça c'est sûr. Enfin, je pense que rien remplace le fait de voir le produit en vrai. D'ailleurs, en référencement, on est toujours à envoyer des échantillons pour que les gens voient à quoi ça ressemble en réalité. Une fois qu'ils sont séduits par tout ce qui est plaquettes, brochures, digitales, c'est sûr qu'il y a toujours un passage par du physique. Nous, vraiment, la problématique, elle est de déclencher le premier pas. On sait qu'une fois que le premier pas est fait, quand les gens viennent voir nos showrooms et notre usine, ils sont très souvent convaincus. Donc, c'est vraiment de nous laisser l'opportunité de faire savoir qui on est et de montrer comment sont les collections. Mais c'est sûr qu'on passe toujours par une étape physique. Je pense que ça, on aura du mal, surtout en montant en gamme, à s'affranchir de ces étapes-là. Vous pensez que dans les prochaines années, le salon tel qu'on le connaît ne sera plus, enfin, en tout cas sera, Je pense qu'on aura une était, nouvelle peau? on était allé vers du salon où on allait tous par habitude. Et je suis quasiment sûr que déjà le Covid va en faire disparaître certains, malheureusement pour eux, parce qu'on souhaite la mort de personne. Mais c'est quasiment sûr qu'ils ne vont rester plus que les grands salons les plus stratégiques et que tout ce qui est salon un peu plus superflu, moins décisif, va être remplacé par le digital. C'est pour ça que nous, on travaille vraiment sur le digital en se disant que il faudrait pas se retrouver le bec dans l'eau, à ne plus avoir la possibilité de faire savoir comment sont nos collections, quoi. Mais je pense qu'il restera quand même toujours des salons. Enfin, nous, il y a le salon de Milan qui est un salon qui est assez important dans le domaine du meuble. C'est le plus gros salon mondial autour du meuble. On a du mal à imaginer que du jour au lendemain, il n'y ait plus ce genre d'événement. Mais par contre, c'est vrai que ça va plus se concentrer autour d'événements qui regroupent tous les métiers du meuble pour nous, plutôt que d'avoir des salons qui sont dédiés pour chaque expertise, quoi. Oui, et puis aussi, c'est vrai que vu que vous avez effectivement différents marchés, au final, vous êtes, enfin, soit vous pourriez être dans des salons qui sont plus spécialisés en fonction de vos marchés, soit vous couvrez un salon qui est plus large en termes aussi de visites et Ouais, de ouais, c'est sûr. passage.
Et puis ce qu'on constate aussi, c'est que le réseau a une très forte influence sur les commandes et qu'en cultivant le réseau, finalement, on arrive à déclencher peut-être moins de contacts, mais plus de commandes qui aboutissent, quoi. Ouais. Et justement, par rapport au fait que vous soyez sur plusieurs marchés, est-ce que du coup, justement, tout ce travail sur le digital a impacté plus un marché qu'un autre en termes de justement de croissance business? Ben, on sait qu'en domestique, c'est très fort parce que ça, c'est naturel, c'est dans les habitudes de conso. On sait que quand on travaille plus sur du contract avec des gens qui sont prescripteurs ou des distributeurs, c'est un peu des groupements d'achats, donc il y a moins de nécessité de passer par du digital qui permet d'aller plus vite sur plein de points d'entrée que sont les consommateurs particuliers. Alors que tout ce qui est contract, on a des acteurs qui sont en plus faible nombre, pardon, mais qui ont accès à plein de clients. Donc sur la partie contract, on développe du digital, mais on se rend compte que c'est moins décisif. D'accord. On va passer aux questions puisqu'il est déjà 11h11. Alors, des questions notamment sur la stratégie de communication digitale. Il y avait une question concernant le contenu. Quel type de contenu postez-vous sur LinkedIn, Instagram, Facebook? Effectivement, vous avez mentionné la différence entre ces différents réseaux sociaux et la différence de contenu. Est-ce que il y a vraiment des grosses différences sur un LinkedIn effectivement et un Instagram? Est-ce que vous pouvez rappeler quelles sont ces Ah oui, différences? c'est clairement. Après, je pense que c'est à chaque entreprise de se faire son idée, parce que moi, je peux parler que de ce que je connais. Ce qui est sûr, c'est que quand on parle sur LinkedIn, c'est bien d'avoir tout ce qui est autour du business, parce que c'est un réseau qui est très business. Et nous, quand on parle plutôt de parution, d'esthétique, de tendance et de choses comme ça sur LinkedIn, c'est sûr qu'il y a moins de répondants. Et à l'inverse, sur Instagram, c'est un peu l'opposé. Si on parle d'une acquisition ou de choses qui sont très business, très corpo, on a moins de répondants. L'esthétique, la partie plus image, le lien, l'émotion, tout ce qui est très palpable sur Instagram est vachement plus plébiscité. Et au même titre sur Pinterest, qui est un réseau qui est encore différent parce qu'il y a peu d'interactions, mais on crée des tableaux qui expliquent un peu nos histoires, nos thématiques stylistiques, et ça marche bien. Quand c'est quelque chose qu'on ne ferait pas du tout sur d'autres réseaux comme Facebook ou sur LinkedIn. Après, ce qui fait que tous ces réseaux existent, c'est parce qu'ils sont justement différents les uns des autres. Et il faut voir par rapport à chacune des marques comment on se positionne. Mais les grandes lignes sont quand même là, quoi. Justement, il y a une autre question par rapport enfin, sur ce sujet-là. On parlait tout à l'heure du fait que votre community manager était intégré. Et c'est vous qui gérez la ligne éditoriale en interne. Beaucoup de marques aujourd'hui externalisent le community management et le délèguent généralement, par exemple, à des agences de presse. Euh, Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que pour vous, la maîtrise du discours de marque est plus fin et mieux maîtrisé quand il est internalisé, ou est-ce que pour vous c'est pas enfin non plus contradictoire de le déléguer auprès de personnes qui maîtrisent parfois peut-être mieux aussi ces réseaux? Moi, personnellement, je préfère maîtriser ce qui se dit sur la marque et avoir quelqu'un en interne. Après, je comprends aussi que ça soit délégué quand c'est un poste de dépense qui est trop important. Je pense que les deux ont des plus et des moins. Moi, je suis très vigilant à ce que notre community manager soit formée en permanence, qu'elle fasse beaucoup de webinars, qu'elle fasse beaucoup de conférences, beaucoup de formations pour toujours être au top de ce que pourrait apporter c'est le digital. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qu'on naturellement dans les tripes toutes les petites agences. Donc, je pense qu'il n'y a pas de super solution ou de moins bonne. Je pense que dans tous les cas, quand c'est une agence déportée, il faut veiller à ce que le message de la marque soit hyper bien relayé et en finesse. Et moi, par exemple, on fait un rendez-vous, un point toutes les semaines de 1 heure sur toutes les parutions de la semaine suivante, parce que je veux vraiment savoir ce qui se passe. Après, chaque marque aussi fait un peu comme il veut. Nous, comme il y a des très gros enjeux sur le repositionnement de la marque,
Je veux vraiment derrière, et je pense que je le serai moins qu'une agence, mais je peux pas parler non plus de ce que je connais moins, quoi. D'accord. Une question plutôt liée à la distribution. Du coup, vous évoquiez effectivement le recours à Amazon comme canal de vente supplémentaire. On a un auditeur qui soulève que Amazon propose effectivement depuis plusieurs mois une solution pour les artisans et les créations artisanales, du coup, qui s'appelle Amazon Handcraft. Mm. La question est, ne pensez-vous pas que le côté marché de masse du site Amazon risque de créer la confusion chez le client final qui fera perdre de la crédibilité à l'artisan ou au créateur qui se positionne sur ce canal? Une question un peu longue. Mais en plus, c'est hyper intéressant, on pourrait disserter là-dessus. Ce que je me dis, c'est que dans tous les cas, dans la tête de tout le monde, Amazon, c'est très mass market, très discount, très Black Friday dans l'ADN. Et moi, je suis plutôt surpris par le côté artisan qu'ils essayent de créer. Je trouve que ça sonne faux, mais ça, c'est uniquement mon point de vue. Et ils sortiront jamais, de par leur schéma économique, du mass market et du bas prix, quoi. Je pense que là, c'est vraiment de l'opportunisme de leur part. Après, en ce qui nous concerne, nous, on fait très attention que justement les collections qui soient sur Amazon, on a à peu près 5-6 refs. C'est vraiment du très gros volume. C'est ce qui nous permet de faire tourner l'usine et de nous permettre de nous concentrer, nous, par ailleurs, sur de la vente plus qui correspond à ce qu'on veut être à terme. Mais dans tous les cas, la réalité industrielle fait qu'on a toujours besoin de faire tourner l'usine et on n'est pas, nous, des artisans. Donc, on a quand même toujours besoin de deux jambes, une jambe un peu plus sur de la valeur ajoutée qui crée de la marge en valeur et une autre jambe qui est plus sur de la marge en volume, donc avec une usine qui produit en forte cadence. Nous, on produit un peu moins de 700 000 pièces à l'année. Et si on faisait de l'artisanat, ça ne marcherait pas, on n'arriverait pas à payer nos employés. Et là, au contraire, plutôt le développement de notre entreprise fait qu'on crée plutôt, là, sur l'année, une quinzaine d'emplois. Donc, c'est plutôt chouette de se dire que le Made in France est rentable quand il est géré comme il faut et qu'il est durable. Voilà. Peut-être une dernière question pour finir. Euh, On posait la question de l'outil qui vous permet d'analyser la performance digitale de votre site internet. Quels outils utilisez-vous pour... Bah, Google Analytics, c'est quand même un des outils les plus puissants. Après, moi, ça me dépasse un peu sur les finesses parce que c'est pas moi qui le gère directement. On a un responsable de site. Mais ce qui est sûr, c'est que Google Analytics donne quand même un paquet d'informations. On pourrait se dire, bon, bah, c'est Google, tout le monde l'utilise, mais sauf que quand c'est utilisé intelligemment avec des reportings un peu fins, c'est très puissant. D'accord. Merci beaucoup, Baptiste. On va conclure sur cette question. Merci pour votre intervention et pour ces clés qui ont été données aussi sur comment voilà, se profile cette transition vers le digital. On voit que pour vous, ça se fait par étapes et je pense que c'est du coup certainement une des méthodes à suivre, si c'est pas la méthode. On voit que ça vous a pris, là, ça a démarré en 2015, du coup, si je ne me trompe pas. Donc, on est déjà sur un plan à 5-6 ans, puisque vous êtes toujours en train de travailler dessus, avec notamment la refonte de votre site internet aussi. Euh, comment va se passer ces 5 prochaines années? Peut-être qu'on pourra refaire un point en 2025 sur la FUMA mobilier. Je pense que ça pourrait être intéressant de voir ce qui a été développé depuis. Si cela C'est-à-dire, ouais. vous... Nous, on a un plan de développement qui est évidemment assez fort sur le digital, avec des grosses ambitions. Et c'est sûr que c'est quelque chose pour lequel on peut uniquement se dire qu'on a envie d'y aller parce qu'il y a des choses qui sortent tous les ans, ça va très vite. Je parlais de l'industrie tout à l'heure, l'industrie va beaucoup moins vite, donc on arrive beaucoup plus à se dire, bah, dans 3 ans, on fera ça. Le digital, justement, ça, là, c'est la période des budgets, on est en train de faire les budgets sur les 3 prochaines années. C'est vrai que quand on est sur 2023, on met uniquement une enveloppe à titre indicatif parce que savoir ce qui va figurer dans l'enveloppe, c'est assez compliqué de se projeter, quoi. Bien sûr. Bah, au plaisir de se retrouver dans quelques années pour rediscuter de tout ça. Et Bah oui, merci encore. Et puis bravo à la FUMA aussi pour
pour tout ce travail et cette belle image de marque aussi qu'on a aujourd'hui de la Fuma. Eh ben, je transmettrai à l'équipe. Merci beaucoup. Et puis à Merci bientôt. oui, merci à tous et merci à tous les auditeurs et auditrices de cette matinée. À bientôt. Au revoir.